Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui fascine autant qu'il divise, l'analyse technique en trading. Oui, un monde assez particulier. On va s'intéresser à ces graphiques, remplis de lignes, de formes, et on va se poser la question qui est vraiment au cœur de toutes nos sources. C'est-à-dire, Ben, est-ce qu'on est en train de regarder une carte au trésor qui révèle la psychologie du marché ou une œuvre d'art qui dépend de l'interprète? Ou peut-être juste une croyance collective? une croyance si puissante qu'elle finit par devenir sa propre réalité. Oui, c'est exactement ça l'attention centrale. Et pour explorer cette question, on a une pile de documents assez éclectiques. Ah oui, on a un peu de tout. Ça va de guides très pratiques de plateformes comme IG France et Swissquote à une thèse de maîtrise vraiment très pointue de HEC Montréal qui tente de rendre tout ça plus scientifique. Et on a aussi pioché dans des discussions de traders, non? Pour avoir le pouls du terrain. Exactement. Des forums comme Reddit, des analyses sur YouTube, pour voir comment ça se passe en pratique, loin de la théorie pure. Notre mission, c'est donc de naviguer entre ces trois pôles, la science, l'art et la psychologie de masse. On va décortiquer ensemble les fameux retracements de Fibonacci et ces figures harmoniques, pour comprendre comment les traders s'en servent, mais surtout pour voir où se cachent les pièges. Et les illusions? Allez, on se lance. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. Fibonacci. On entend ce mot partout, de la nature à l'architecture. Mais comment est-ce que cette suite de nombres a bien pu atterrir sur un graphique boursier? Explique-nous simplement, c'est quoi au juste? Alors en fait, c'est un outil qui est étonnamment simple dans son principe. Il sert à identifier des zones un peu invisibles, où le prix pourrait s'arrêter et faire demi-tour. Ce qu'on appelle des supports et des résistances. Voilà, exactement. L'idée, qui est très bien expliquée dans la source de Swissquote, c'est que les marchés ne bougent jamais en ligne droite. Jamais. Quand il y a une grande vague de hausse, par exemple, il y a presque toujours un petit mouvement de recul. Une respiration du marché en quelque sorte. C'est ça, une respiration. Et Fibonacci aide à mesurer jusqu'où ce recul, ce retracement pourrait aller avant que la tendance ne reprenne. Et c'est là qu'on tombe sur une phrase absolument clé dans cet article de Swissquote qui met vraiment le doigt sur tout le paradoxe. Tac-la-lait. Ils écrivent plus un indicateur technique est largement suivi, plus il est probable qu'il devienne autoréalisateur. Fibonacci est un exemple parfait. Oui, du coup, on n'est pas du tout dans la magie, mais en pleine psychologie collective. C'est le cœur du sujet. Ce n'est pas une loi de la nature qui fait que le prix rebondisse pile sur le niveau des 61,8%. C'est le fait que des millions de traders et surtout d'algorithmes ont les yeux rivés sur ce niveau précis. Et ils placent leurs ordres d'achat ou de vente à cet endroit. Exactement. Du coup, ça crée une sorte de mur, un mur artificiel. Les ratios clés à avoir en tête, c'est 23,6%, 38,2%, 61,8%, Et 78,6%. voilà. Et parmi ceux-là, les plus surveillés, les plus lourds psychologiquement, ce sont les 38,2% et surtout le fameux 61,8%, le nombre d'or. D'accord, donc si Fibonacci, ce sont les notes de musique, alors les figures harmoniques, c'est la symphonie. Le guide d'IG France en parle comme d'un véritable zoo. Ah oui, le zoo. On a le gartelet, le papillon, le crabe, le requin. Honnêtement, quand on entend ça, ça sonne un peu comme de l'astrologie pour trader, non? C'est une excellente question, et c'est le reproche principal qu'il aurait fait. On pourrait penser qu'on voit des animaux dans les nuages. Voilà. Mais la différence avec les nuages, c'est que ces figures sont basées sur des règles géométriques et mathématiques extrêmement strictes, toutes dérivées des ratios de Fibonacci. Ah, d'accord, ce n'est pas juste une forme qui ressemble à... Pas du tout. Pour qu'une figure soit validée, chaque segment doit correspondre à un ratio très précis. Par exemple, pour la plus connue, la figure Gartley, la source d'IG nous dit que le point B doit être un retracement exact de 0,78 du premier segment. Si c'est 0,50 ou 0,70, Ce n'est plus un Gartley. ce n'est pas un Gartley. Point final. Il y a un cahier des charges très précis. Et l'objectif de repérer une de ces bêtes sur un graphique, c'est quoi? L'objectif est toujours le même. Identifier ce qu'on appelle une zone d'inversion potentielle, une PRZ en anglais. La PRZ, si je comprends bien, c'est un peu comme une zone de danger pour la tendance actuelle. Oui, c'est ça. C'est le point sur lequel on se dit « Attention, virage serré ou demi-tour probable à l'horizon ». C'est une parfaite analogie. C'est une zone où les probabilités de retournement sont, en théorie, très très élevées. Si une figure haussière se complète, un trader pourrait chercher à acheter. Si c'est une figure baissière, Et cherchera à vendre, logique.
Et ça s'applique à tous les marchés, j'imagine. Oui, comme le souligne IG, ça s'applique à tous les marchés. Actions, crypto, devises. Mais c'est là que tout se complique. On a des règles strictes pour les figures, d'accord. Mais pour tracer le tout premier segment, le point de départ de tout, plusieurs de nos sources insistent sur un énorme problème. La subjectivité. Exactement. Swissquote le dit noir sur blanc. Différents traders peuvent choisir des sommets et des creux de swing différents, ce qui entraîne des niveaux de retracement légèrement différents. C'est le talon d'Achille de la méthode. Tout l'édifice repose sur le choix des points de départ et d'arrivée, ce qu'on appelle le swing high et le swing low. Le plus haut et le plus bas d'un mouvement. Voilà. Mais quel mouvement choisir? La petite vague des 5 dernières minutes ou la grande houle des 3 derniers mois? Une source compilée par Faster Capital note que c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Donc deux traders peuvent regarder le même graphique au même moment. Et tracer des niveaux de Fibonacci complètement différents, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi les mêmes points de référence. Donc, on en revient à notre tension de départ. L'outil se veut mathématique, mais son application, elle relève de l'interprétation. C'est ça. C'est moins l'outil qui compte que la main de l'artiste qui le manie. Et quel est le conseil qui revient le plus souvent pour éviter ça? Le conseil qui revient partout, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. Choisir des points de retournement majeurs, évidents, ceux que tout le monde peut voir, et surtout qui sont visibles sur plusieurs échelles de temps. Il faut dézoomer. Il faut dézoomer pour s'assurer que le point qu'on a choisi a une réelle importance structurelle. Ok, donc l'outil semble puissant, mais les sources insistent toutes sur le fait qu'il est incroyablement facile de se tromper. C'est quoi les plus grands pièges à éviter? Alors, on peut les regrouper en 4 erreurs vraiment capitales. La première, et c'est le piège classique, utiliser Fibonacci tout seul, c'est-à-dire l'utiliser comme une boule de cristal magique, le prix a touché le niveau, donc j'achète. Précisément. Et ça, c'est la recette du désastre. Un trader sur un forum Reddit le dit de manière très très crue, les fibs seuls, ça ne marchera jamais. Il faut les voir comme une confirmation, pas comme un signal de départ. Tout à fait. Ils doivent confirmer quelque chose d'autre. Une figure de chandelier qui montre un retournement, un rebond sur une moyenne mobile, c'est une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. Ce qui nous amène à la deuxième erreur. Laisse-moi deviner, essayez de trouver le puzzle même quand il n'y en a pas. C'est exactement ça. C'est forcer la figure. L'appliquer quand le marché n'a aucune direction claire, quand il évolue latéralement, dans ce qu'on appelle un range. C'est comme utiliser un compas dans une pièce qui tourne sur elle-même. Belle image. Il a besoin d'un or, d'une direction claire pour être utile. Les sources comme Swissquote sont formelles. Cet outil est bien plus efficace dans les marchés qui ont une tendance de fond, haussière ou baissière. Logique. Et la troisième erreur? Ignorer la vue d'ensemble. C'est l'erreur du zoom. Un trader peut être obsédé par son graphique en 15 minutes, y voir un magnifique signal d'achat, et ne pas se rendre compte qu'il est sur le pont du Titanic. C'est-à-dire que sur le graphique hebdomadaire, la tendance de fond est en train de plonger droit vers un iceberg. Exactement. C'est pourquoi l'analyse sur plusieurs horizons de temps est cruciale. Le signal sur le petit graphique doit être en harmonie avec la tendance du grand. D'accord. Et la dernière, la quatrième? C'est de traiter ces niveaux comme des lignes gravées dans le marbre, des lignes exactes. Alors qu'il faut les voir comme des zones. Oui, il faut les voir comme des zones de réaction, des régions. Le prix peut dépasser un peu le niveau ou s'arrêter juste avant. L'article de Swissquote insiste là-dessus. Il faut attendre une confirmation, voir comment le prix réagit dans cette zone. Est-ce que les acheteurs reprennent la main? Est-ce que les volumes explosent? Voilà. Fibonacci donne une alerte, il signale une zone d'intérêt. Ce n'est jamais un ordre d'entrée automatique. C'est quand même fou. On dirait que l'outil est un scalpel, mais que la plupart des gens s'en servent comme d'un marteau. C'est une excellente synthèse du problème. Le problème n'est pas l'outil, mais la façon de le tenir. Toute cette discussion sur la subjectivité, c'est un peu frustrant. Est-ce que personne n'a essayé de rendre ça plus scientifique? Plus objectif? Si. Et c'est là qu'intervient la thèse de HEC Montréal. L'auteur s'est attaqué de front à ce problème. Il a proposé une nouvelle méthode qu'il nomme la configuration d'été. D'été pour double ou triple top? Exactement. Et l'unique but de cette méthode, c'est de définir de manière algorithmique et donc non ambiguë les points de départ et d'arrivée pour tracer les Fibonacci. Attends, juste pour être sûr, l'auteur a créé un ensemble de règles strictes, un algorithme, pour que l'ordinateur repère tout seul les bons points de départ. C'est l'idée. Pour enlever complètement le feeling, l'interprétation humaine de l'équation.
C'est exactement ça. La méthode combine des figures visuelles classiques, comme un double sommet, avec la structure même des chandeliers japonais. Le but est de créer un signal de départ indiscutable. Et une fois le signal validé par l'algorithme? Les niveaux de Fibonacci sont tracés automatiquement. L'humain n'intervient plus. On passe en quelque sorte de l'art à la science. Et alors, le verdict de cette approche académique, est-ce que ça fonctionne? Les résultats du backtesting sont très encourageants. L'étude conclut par exemple qu'après l'apparition d'une configuration d'été, le fait d'attendre patiemment un retracement jusqu'au niveau de 50% améliore systématiquement la rentabilité. Sur les données testées, bien sûr. Oui, sur les données testées. Mais ça suggère qu'une utilisation rigoureuse, patiente et systématisée de ces outils peut réellement apporter un avantage statistique. On est loin de l'improvisation. D'accord, donc ça, c'est une piste pour rendre l'analyse plus rigoureuse sur l'axe des prix. Mais dans nos sources, il y a une autre vision, tirée d'une vidéo YouTube, qui ouvre une porte complètement différente. Oui, elle introduit une dimension qu'on a à peine effleurée jusqu'ici, le temps. Oui, c'est l'approche fascinante de la théorie de Gann, que l'orateur de la vidéo présente comme étant complémentaire, voire supérieure à celle de Fibonacci. Et son argument, c'est quoi? Son argument est simple, mais puissant. Les niveaux de Fibonacci sont des lignes horizontales. Elles ne tiennent compte que du prix. Or, un marché évolue sur deux axes, le prix verticalement et le temps horizontalement. Et les outils de Gann tentent d'analyser la relation entre les deux. Voilà, c'est ça l'idée. L'analogie qu'il utilise dans la vidéo pour expliquer ça est assez parlante. Oui, il compare ça au décalage horaire, au jet lag. Il dit que, de la même manière que notre horloge biologique a un cycle et qu'elle est perturbée par un voyage trop rapide, les marchés aussi ont des cycles de temps. Donc quand le prix monte très vite sur une courte période, il y a un déséquilibre. Un déséquilibre, exactement. Et la théorie de Gann cherche à identifier les moments où cet équilibre est rompu et où il pourrait être restauré, ce qui provoquerait un retournement. Et concrètement, comment un trader utiliserait ça? Ça reste un peu abstrait. Pour le rendre plus concret, Gann traçait des lignes en diagonale sur ses graphiques. La plus célèbre est l'angle à 45 degrés, qu'il appelait l'angle 1 fois 1. 1 pour 1, une unité de temps pour une unité de prix. L'idée est simple. Tant que le prix reste au-dessus de cette ligne diagonale ascendante, la tendance est saine. L'équilibre temps-prix est respecté. Mais si le prix casse cette ligne, C'est un signal que l'équilibre est rompu et qu'un retournement est probable. Il ne regarde plus seulement jusqu'où le prix est allé, mais à quelle vitesse il y est allé. C'est une approche beaucoup plus dynamique. alors, que retenir de tout ça? On a commencé avec de simples lignes sur un graphique et on a fini par parler de psychologie des foules, de modélisation académique et même de la quatrième dimension, le temps. La conclusion principale qui se dégage vraiment de toutes ces sources, c'est que ces outils, que ce soit Fibonacci, les figures harmoniques ou Gann, ne sont pas des signaux simplistes d'achat ou de vente. Ce sont des instruments assez sophistiqués. Pour mesurer le sentiment du marché, Oui, et pour identifier des zones de réaction à haute probabilité. Leur efficacité ne dépend pas de l'outil lui-même, mais de la discipline du trader, de sa capacité à comprendre le contexte global et à les combiner avec d'autres analyses. c'est bien plus un art guidé par la science qu'une science exacte. Tout à fait, c'est ça. Leur subjectivité est donc à la fois leur plus grande faiblesse et, pour un trader expérimenté qui sait comment la gérer, peut-être leur plus grande force. C'est tout à fait ça. C'est ce qui distingue l'amateur du professionnel, en fait. Et pour finir, une pensée pour la route, qui nous ramène directement à notre question du début. L'article de Swissquote suggère que ces outils deviennent autoréalisateurs. Oui, c'est le point central. Si des millions de traders et leurs algorithmes observent le même niveau de retracement de 61,8% sur l'euro-dollar, ils vont tous placer leurs ordres d'achat à cet endroit. Provoquant mathématiquement le rebond qu'ils attendaient, la question qui se pose, et qu'on laisse ouverte, est donc la suivante. Est-ce que ces outils prédisent les mouvements du marché, ou bien est-ce qu'ils les créent, simplement parce qu'une masse critique de personnes y croit en même temps?